profession de Quintilien était d'enseigner aux hommes l'art d'émouvoir les autres hommes par la force de la parole. Cependant, Quintilien met en parallèle le pouvoir de la peinture avec le pouvoir de l'art oratoire. Elle pénètre si profondément dans l'affectivité qu'il semble que la force de la parole elle-même n'a jamais le dessus. Le même auteur rapporte qu'il a vu quelquefois les accusateurs faire exposer dans le tribunal un tableau où le crime dont ils poursuivaient la vengeance était représenté, afin d'exciter encore plus efficacement l'indignation des juges contre le coupable. On appelait la peinture au secours de l'art oratoire, en un temps où cet art était dans sa perfection. Et j'ai moi-même vu quelquefois un tableau placé au-dessus de Jupiter, où était représentée la scène du crime, dont l'atrocité devait émouvoir profondément le juge. Quand on fait attention à la sensibilité naturelle du cœur humain, à la disposition pour être ému facilement par tous les objets dont les peintres et les poètes font des imitations, on n'est pas surpris que les vers et les tableaux même puissent l'agiter. La nature a voulu mettre en lui cette sensibilité si prompte et si soudaine, comme le premier fondement de la société. L'amour de soi-même qui se change presque toujours en amour-propre immodéré à mesure que les hommes avancent en âge, les rend trop attachés à leur intérêt présent et à venir et trop durs envers les autres lorsqu'ils prennent leur résolution de sens rassis. Il était à propos que les hommes puissent être tirés de cet état facilement. La nature a donc pris le parti de nous construire de manière que l'agitation de tout ce qui nous approche eut un puissant empire sur nous, afin que ceux qui ont besoin de notre indulgence ou de notre secours puissent nous ébranler avec facilité. Ainsi leur émotion seule nous touche subitement, et ils obtiennent de nous, en nous attendrissant, ce qu'ils n'obtiendraient jamais par la voie du raisonnement et de la conviction. Les larmes d'un inconnu nous émeuvent même avant que nous sachions le sujet qui le fait pleurer. Les cris d'un homme qui ne tient à nous que par l'humanité nous font voler à son secours, par un mouvement machinal qui précède toute délibération. Celui qui nous aborde, la joie peinte sur le visage excite en nous un sentiment de joie avant que nous soyons informés du sujet de la sienne. De même que les visages humains rient avec les rieurs, ils assistent les affligés en pleurant eux-mêmes. Pourquoi les acteurs qui se passionnent véritablement en déclamant ne cessent-ils pas de nous émouvoir et de nous plaire, bien qu'il ait des défauts essentiels? C'est que les hommes qui sont eux-mêmes touchés nous touchent sans peine. Les acteurs dont je parle sont émus véritablement, et cela leur donne le droit de nous émouvoir, quoiqu'ils ne soient point capables d'exprimer les passions avec la noblesse, ni avec la justesse convenable. La nature dont ils font entendre la voix supplée à leur insuffisance. Ils font ce qu'ils peuvent, elle fait le reste. De tous les talents qui donnent de l'empire sur les autres hommes, le talent le plus puissant n'est pas la supériorité d'esprit et de lumière, c'est le talent de les émouvoir à son gré, et ce qui se fait principalement en paraissant soi-même ému et pénétré des sentiments qu'on veut leur inspirer. C'est le talent d'être comme Catilina, simulateur de tout ce qu'on veut, qu'on appellera, si on veut, le talent d'être grand comédien. Ceux des Anglais qui sont le mieux informés de l'histoire de leur pays ne parlent pas d'Olivier Cromwell avec la même admiration que le commun de la nation. Ils lui refusent ce génie étendu, pénétrant et supérieur que lui donnent bien des gens, et ils lui accordent pour tout mérite la valeur du simple soldat et le talent d'avoir su paraître pénétré des sentiments qu'il voulait feindre et aussi ému des passions qu'il voulait inspirer aux autres, que s'il les avait sentis véritablement. Kurloff, disent-ils, lui expliquer dans le temps, et comme on l'explique à une femme qu'on veut faire agir dans une affaire importante, quelle personne il fallait gagner pour faire réussir un projet et par quel endroit il fallait les attaquer. Olivier leur parlait ensuite si pathétiquement qu'il les gagnait. L'Europe, surprise de le voir détourner à son avantage l'événement qu'on avait cru de devoir perdre, lui faisait honneur pour ce succès de plusieurs vertus qu'il n'avait pas. C'est ainsi que sa réputation s'est établie. Quelques contemporains de ministres des plus illustres que la France ait eu dans le dernier siècle disaient de lui quelque chose d'approchant.
Quand nous sommes dans un de ces réduits où plusieurs joueurs sont assis autour des différentes tables, pourquoi un instinct secret nous fait-il prendre place auprès des joueurs qui risquent de plus grosses sommes, bien que leur jeu ne soit pas aussi digne de curiosité que celui qui se joue sur les autres tables? Quel attrait nous ramène auprès d'eux quand un mouvement de curiosité nous a fait aller voir ce que la fortune décidait sur les théâtres voisins? C'est que l'émotion des autres nous émeut nous-mêmes, et ceux qui jouent trop gros jeu nous émeuvent davantage parce qu'eux-mêmes ils sont plus émus. Enfin, il est facile de concevoir comment les imitations que la peinture et la poésie nous présentent sont capables de nous émouvoir quand on fait réflexion qu'une coquille, une fleur, une médaille ou le temps n'a laissé que des fantômes de lettres et de figures excitent des passions ardentes et inquiètes. Le désir de les voir et l'envie de les posséder. Une grande passion allumée par le plus petit objet est un événement ordinaire. Rien n'est surprenant dans nos passions qu'une longue durée. Que Platon ne bannit les poètes de sa République qu'à cause de l'impression trop grande que leurs imitations peuvent faire. L'impression que les imitations font sur nous en certaines circonstances paraît même si forte et par conséquent si dangereuse à Platon qu'elle est cause de la résolution qu'il prend de ne point souffrir l'imitation poétique, ou la poésie proprement dite, dans cette République idéale dont il règle la constitution avec tant de plaisir. Il craint que les peintures et les imitations, qui sont l'essence de la poésie, ne fassent trop d'effet sur l'imagination de son peuple favori, qui se représentait avec la conception aussi vive et d'un naturel aussi sensible que les Grecs, ses compatriotes. Les poètes, dit Platon, ne se plaisent point à nous décrire la tranquillité de l'intérieur d'un homme sage, qui conserve toujours une égalité d'esprit à l'épreuve des peines, des plaisirs. Ils ne font pas servir le talent de la fiction à nous peindre la situation d'un homme qui souffre avec confiance la perte d'un fils unique. Ils n'introduisent pas sur les théâtres des personnages qui sachent faire taire les passions devant la raison. Les poètes n'ont pas tort sur ce point. Un stoïcien jouerait un rôle bien ennuyeux dans une tragédie. Les poètes qui veulent nous émouvoir, c'est Platon qui reprend la parole, présentent des objets bien différents. Ils introduisent dans leurs poèmes des hommes livrés à des désirs violents, des hommes en proie à toutes les agitations des passions, ou qui luttent du moins contre leurs secousses. En effet, les poètes savent si bien que c'est l'agitation d'un acteur qui nous fait prendre plaisir à l'entendre parler, qu'ils font disparaître les personnages dès qu'il est décidé s'ils seront heureux ou malheureux, dès que leur destinée est fixée. Or, suivant le sentiment de Platon, l'habitude de se livrer aux passions, même à ces passions artificielles que la poésie excite, affaiblit en nous l'empire de l'âme spirituelle et nous dispose à nous laisser aller au mouvement de nos appétits. C'est un dérangement de l'ordre que ce philosophe voudrait établir dans les actions de l'homme, qui selon lui doivent être réglées par son intelligence et non pas gouvernées par les appétits de l'âme sensitive. Platon reproche encore un autre inconvénient à la poésie, c'est que les poètes, en se mettant aussi souvent qu'ils le font à la place des hommes vicieux dont ils veulent exprimer les sentiments, contractent à la fin les mœurs vicieuses dont ils font tous les jours des imitations. Il est trop à craindre que leur esprit ne se corrompe à force de s'entretenir des idées qui occupent les hommes corrompus. À trop souvent imiter, l'on adopte les mœurs de ceux que l'on imite, a dit depuis Quintilien en parlant des comédiens. Platon appuie de sa propre expérience les raisonnements qu'il fait sur les mauvais effets de la poésie. Après avoir avoué que souvent il s'est trop laissé séduire à ses charmes, il compare la peine qu'il sent à se séparer d'Homère à la peine d'un amant forcé, après bien des combats, à quitter une maîtresse qui prend trop d'empire sur lui. Il appelle ailleurs le poète par excellence et le premier de tous les inventeurs. Si Platon exclut les poètes de sa République, on voit bien qu'il ne les a en exil que par la même raison qu'il engage les prédicateurs à prêcher contre les spectacles et faisait chasser d'Athènes ceux des citoyens qui plaisaient trop à leurs compatriotes. Voilà les motifs qui font proscrire à Platon la partie de l'art poétique qui consiste à peindre et à imiter, car il consent à garder dans sa République la partie de cet art qui enseigne la construction du vers et la composition du maître. C'est la partie de l'art qu'on nomme souvent versification et que nous appellerons quelquefois dans ces réflexions la mécanique de la poésie.
Platon vante même assez cette partie de l'art poétique, laquelle sait rendre un discours plus pompeux et plus agréable à l'oreille, en introduisant dans ses phrases un nombre et une harmonie qui lui plaisent plus que la cadence de la prose. Selon lui, les louanges des dieux et celles des héros mis en vers en deviennent plus capables de plaire et de se faire retenir. Le but de Platon est toujours de conserver dans son état les parties d'un art qui sont presque incapables de nuire lorsqu'il proscrit celles qui lui semblent trop dangereuses. C'est ainsi qu'en bannissant de sa république ceux des modes de la musique ancienne, dont les chants mous et efféminés lui sont suspects, il y conserve d'autres modes dont les chants ne lui paraissent pas devoir être pernicieux. On pourrait répondre à Platon qu'un art nécessaire et même simplement utile dans la société n'en doit pas être banni parce qu'il peut devenir un art nuisible entre les mains de ceux qui en abuseraient. On ne doit proscrire dans un état que les arts superflus et dangereux en même temps et se contenter de prendre des précautions pour empêcher les arts utiles d'y faire du dommage. Platon lui-même ne défend pas de cultiver la vigne sur les coteaux de sa République, quoique les excès du vin fassent commettre de grands désordres, et quoique les attraits de cette liqueur engagent souvent d'en prendre au-delà des besoins. Le bon usage que plusieurs poètes ont fait dans tous les temps de l'invention et des imitations de la poésie montre assez qu'elle n'est pas un art inutile dans la société, comme il est aussi propre par sa nature à peindre les actions qui peuvent porter les hommes aux pensées vertueuses que les actions qui peuvent fortifier les inclinations corrompues. Il ne s'agit que d'en faire un bon usage. La peinture des actions vertueuses échoppe notre âme. Elle l'élève en quelque façon au-dessus d'elle-même, et elle excite en nous des passions louables telles que sont l'amour de la patrie et de la gloire. L'habitude de ces passions nous rend capables de bien des efforts de vertu et de courage que la raison seule ne pourrait pas nous faire tenter. En effet, le bien de la société exige souvent des services si difficiles qu'il est bon que les passions viennent au secours du pouvoir pour engager un citoyen à les rendre. Enfin, un bon poète fait disposer les peintures qu'il fait des vices et des passions, de manière que ses lecteurs en aiment davantage la sagesse et la vertu. En voilà suffisamment à ce sujet, d'autant plus que les poésies françaises, comme nous le dirons dans la suite, ne sauraient prendre le même empire sur les hommes que celles dont Platon craignait si fort les effets. D'ailleurs, notre naturel n'est pas aussi vif, ni aussi sensible que l'était celui des Athéniens. Mais Platon fait encore une autre objection contre le mérite de la poésie. C'est que les poètes ne sont que les imitateurs et les copistes des ouvrages et des productions des autres artisans. Le poète qui fait la description d'un temple n'est selon lui que le copiste de l'architecte qui l'a fait élever. J'en tombe d'accord et j'aimerais mieux être par exemple l'architecte qui a fait bâtir l'église de Saint-Pierre de Rome que le poète qui en aurait fait en vers une belle description. Je veux même qu'il y ait plus de mérite à trouver les proportions qui rendent un vaisseau excellent voilier qu'à décrire la rapidité de son vol sur les vastes plaines de la mer. Mais souvent aussi le mérite est moindre à être l'ouvrier qu'à être l'imitateur. N'y a-t-il pas plus de mérite d'avoir peint un vieux livre, comme l'a fait Despréaux, que de l'avoir relié et imprimé si l'on veut? À ces mots, il saisit un vieil infortia, grossit des visions d'Acurse et d'Alcia, inutile ramas de gothique écriture, dont 4 haies mal unies formaient la couverture, entouré à demi d'un vieux parchemin noir, où pendait à 3 coups un veste de fermoir. Ici le copiste vaut mieux que l'original. D'ailleurs, combien de choses les poètes imitent-ils, lesquelles ne sont pas l'ouvrage des hommes, comme le tonnerre et les autres météores, en un mot toute la nature, l'ouvrage du Créateur. Mais ce raisonnement deviendrait une discussion philosophique qui nous mènerait trop loin. Contentons-nous de dire que la société qui exclurait de son sein tous les citoyens dont l'art pourrait être nuisible deviendrait bientôt le séjour de l'ennui.